Bienvenue. Fin août 2015. Plusieurs appels au 911, paniqués, brisent le calme d'un quartier résidentiel en Floride. Un homme armé, une éruption, une maison. Et un bilan absolument tragique. 2 jeunes femmes tuées, 5 enfants qui se retrouvent orphelins. Le plus glaçant dans tout ça, c'est que le tireur, qui était connu pour harcèlement, venait d'être libéré par un juge. Moins de 2 heures avant. C'est ça, une histoire qui, au départ, ressemble à un conte de fées et qui bascule dans l'horreur la plus totale. On est début 2015. Amanda, 36 ans, et James Coley Jr., JR, 35 ans. Le couple parfait, en apparence. Exactement. Belle maison à Murabella, un quartier chic de Sainte-Augustine, Floride. Mariés depuis 8 ans, 2 enfants, Trey, 6 ans, Avery, 4 ans. Et le cadre idéal, quoi. Oui, lui travaille chez Citibank, elle chez Fanatics, un distributeur sportif. Tout va bien, en surface. Et JR est décrit comment? Comme un père impliqué, Très impliqué, oui. Coach pour les équipes des enfants, il organise des sorties. Le père modèle. Amanda, elle, est très sociable, bien intégrée. Et il y a cette amie, Lindy Dobbins. Oui, Lindy, 39 ans, sa meilleure amie, sa voisine, arrivée 5 ans plus tôt avec son mari, Christopher, et leurs 3 enfants. Elle travaille chez Crocs. Une amitié très forte, un soutien mutuel important pour Amanda, j'imagine. Essentiel. Mais voilà, cette façade de bonheur commence à sérieusement se fissurer. À cause de quoi, principalement? Le gros problème, c'est la jalousie de JR. Une jalousie maladive, vraiment. Il voit les amis d'Amanda, même les amis femmes, comme des monasses. Ah oui, et il y a autre chose? Oui. S'ajoute à ça un problème d'alcool qui prend de l'ampleur. Ça le rend imprévisible, inquiétant parfois. Un proche dira même que l'alcool semblait libérer ses démons intérieurs. D'accord. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre cette escalade. Comment on en est arrivé là? Quels étaient les signes? C'est ça. On va essayer de remonter le fil en se basant sur les infos qu'on a. Le premier tournant majeur, c'est quand? Le 13 juillet 2015. Amanda prend une décision difficile mais courageuse. Elle demande le divorce. Et surtout, une injonction d'éloignement temporaire. Une mesure de protection, donc. Et elle la demande pour quelle raison? Les raisons sont graves. Il l'a menacée de mort. Carrément. Les documents disent qu'il lui a dit qu'il la découperait ou la tuerait s'il apprenait qu'elle le trompait. C'est violent. Et il y a d'autres choses. Oui, la requête mentionne aussi qu'il lui a jeté son sac à main, menacé de tuer leur chien, volé ses médicaments. Il s'est même introduit chez les parents d'Amanda. Incroyable. Et le harcèlement téléphonique? Constant. Des SMS, des appels. Pour savoir si elle voyait quelqu'un, elle niait, elle avait trop peur en fait. Et après la séparation physique, il déménage, mais ça ne règle rien. Non, la situation reste hyper tendue. Il continue de voir les enfants, mais son comportement est décrit comme erratique. Parfois normal, parfois il coupe tout contact. C'est très perturbant pour les petits. Et il y a cette complexité supplémentaire, l'intimité physique qui persistait. Oui, et c'est quelque chose qui est ressorti au procès. Apparemment, c'était Amanda qui maintenait ça, mais par peur, pour essayer de le calmer, de le gérer. C'est terrible. Ça montre bien le mécanisme de contrôle, la peur. Elle essaye de survivre, en fait, et elle essaye de refaire sa vie. Oui, elle rencontre l'amarre doublée. Mais elle garde la relation secrète, toujours la peur de JR. Et lui, JR? Il a aussi une nouvelle copine. Mais ça change rien. Il reste obsédé par Amanda. Il ne supporte pas l'idée qu'elle puisse passer à autre chose. Sa jalousie devient une rage destructrice. Sa possessivité est qualifiée de dangereuse. Et cette rage, elle ne reste pas que verbale. Fin juillet 2015, il y a un premier acte concret. Oui, une première violation grave de l'injonction. Il s'introduit chez Amanda pendant qu'elle n'est pas là. Et il fait quoi? Il prend tous ses vêtements et il les brûle dans le jardin. Il brûle ses vêtements. Oui, un acte symbolique très fort pour lui montrer qu'il a encore du pouvoir sur elle, qu'il peut la toucher, détruire ce qui lui appartient. C'est une escalade nette. Et ça viole l'ordonnance du juge, qui lui demandait aussi de rendre ses armes, d'ailleurs. Exactement. Et sur ce point, le 10 août, JR signe des affidavits, des déclarations sous serment, où il jure ne pas avoir d'armes ni de munitions. Alors qu'Amanda, dans sa demande, avait listé précisément ce qu'il possédait. Des fusils de chasse, 2 pistolets et même un AK-47. Donc il ment ouvertement aux autorités. C'est dingue. Pourquoi Amanda a attendu avant de demander cette protection, d'ailleurs? Est-ce qu'on sait? Les sources posent la question.
C'est souvent le cas, tu sais, hein. L'espoir que ça s'arrange, l'idée que c'est quand même un bon père, la peur de briser la famille. Mais là, les menaces directes étaient trop fortes. La peur a pris le dessus. Et son obsession ne s'arrête pas là, il va jusqu'à demander aux voisins de l'espionner. Oui, c'est ça. Il demande à des voisins de surveiller Amanda, de lui dire qui vient chez elle. Et il y en a un, Mike Dickens, qui accepte. Non. Si. Et il lui envoie même une photo de Lamar, le nouveau copain, torse nu, en train de tondre la pelouse. Et là, j'imagine que pour JR, C'est l'humiliation suprême. La preuve visuelle de ce qu'il redoutait. Sa colère monte encore d'un cran. Et ça nous amène à la nuit du 26 au 27 août. la nuit juste avant le drame. Oui. Il boit et il prend de l'Ambien, un somnifère qu'on lui avait prescrit. Un mélange potentiellement explosif. Et les caméras de surveillance le montrent. Oui, vers 4h40 du matin, sa voiture se dirige vers la maison d'Amanda. Elle est vide à ce moment-là. Il force l'entrée. Et là, il se déchaîne. Complètement. Il saccage tout à l'intérieur. Les télés, les meubles, les murs. C'est une vraie furie destructrice. Il cherche quelque chose. En fouillant, il trouve des vêtements d'hommes qui ne sont pas à lui, et aussi des objets intimes, des sextoys qu'il ne connaissait pas. Ah. Et ça le fait basculer. Totalement. Les sources parlent d'une rage incontrôlable. Il se met à appeler Amanda sans arrêt, il lui lève des messages vocaux remplis de haine, il l'insulte de tous les noms, et il fait des menaces à peine voilées sur les enfants. C'est terrifiant. Et le lendemain matin, le 27 août, ce même homme se présente au tribunal à 9h. Pour la première violation de l'injonction, l'histoire des vêtements brûlés. Et il est comment? Impeccable. Costume, chemise, son badge de banquier bien en évidence. Il a l'air calme, maître de lui. Face au juge, il joue la carte de la normalité? Absolument. Il nie avoir des problèmes ni être sous l'influence de quoi que ce soit. Évidemment, il ne mentionne pas le cocktail alcool Ambien de la veille, ni le saccage de la maison quelques heures avant. Et le juge, qui n'est au courant de rien de tout ça. Exactement, et qui voit un casier vierge, se montre clément. Pas de prison? Non. Obligation de suivre des cours de gestion de la colère et un rappel ferme, interdiction de contacter Amanda. Une décision qui, rétrospectivement, semble... Tragiquement légère, oui. Et là, ça bascule pour de bon. Moins d'une heure après l'audience, vers 9h41... JR fait un truc totalement interdit. Il appelle Amanda. Malgré l'interdiction formelle du juge. Exactement. Il insiste, il la supplie, il dit que c'est la dernière fois. Elle finit par décrocher. Ils parlent 14 minutes. Qu'est-ce qu'ils se disent? On ne sait pas. Le contenu exact reste inconnu. Mais cet appel change tout. JR abandonne l'idée d'aller travailler. Il prend sa voiture. Il s'arrête où? Station-service. Il achète de l'essence et de la bière. Puis direction la rue d'Amanda. Et il est armé? Oui. Et c'est ça qui est crucial. Il a déjà 2 pistolets chargés dans sa voiture. Un 9 mm et un 45. Ça veut dire qu'ils étaient là avant le tribunal, avant l'appel. Donc, l'idée de la violence était déjà là. Ce n'est pas juste l'appel qu'il fait péter les plombs. C'est ce que suggèrent fortement les sources, oui. La préméditation semble bien là. Pendant ce temps, Amanda rentre chez elle avec Lamar. Elle découvre le désastre. Oui, la maison saccagée. Elle est effondrée, en larmes. Un policier arrive vers 9h55 pour constater les dégâts. Et elle porte plainte cette fois? Non, elle hésite, elle veut appeler sa mère, son avocat. On lui dit que là, JR risque 1 an ferme. Et l'idée de priver ses enfants de leur père si longtemps, elle n'y arrive pas. C'est fou cette situation. L'agent repart. Oui, sans mesure particulière. C'est terrible. Peu après, ses amies Rachel Hendricks et Lindy Dobbins arrivent pour la soutenir. Elles sont toutes les 3 là, avec Lamar aussi au début. Ignorant que JR est en route, armé. Exactement. Vers 10h36, il arrive, discrètement. Il se gare derrière, traverse un espace vert, longe la cour. Il arrive par la porte-fenêtre arrière. Et il ouvre le feu immédiatement. Oui. Il tire à travers la vitre en hurlant « Où est-il ?» Il cherche Lamar. Lamar comprend tout de suite. Oui, il crie « Courez !» et il file par le garage. Une caméra de voisin le filme s'enfuir. Il appelle le 911 juste après, une fois en sécurité. Mais bon, il laisse les 3 femmes derrière lui. Dit « Cours à l'étage, vers la chambre principale. » Rachel et Lindy se cachent dans un placard. Amanda s'enferme dans la salle de bain juste à côté. Et elles appellent les secours. Oui, Amanda et Lindy appellent le 911 en même temps, chacune de leur côté. 2 opérateurs différents, des cris. La confusion est totale au début. JR monte. Il est hors de lui.
Fou de rage, il crie le nom d'Amanda. Il cherche toujours Lamar. Il trouve Amanda dans la salle de bain. Où est-il? Il répète. Elle supplie. Baisse ton arme. Mais il se tourne vers le placard. Oui, il essaye d'ouvrir. Rachel bloque la porte avec son pied. Amanda crie « Il n'y a que mes amis dans le placard » pour lui faire comprendre que Lamar n'y est pas. Lindy le confirme aussi, on l'entend sur les enregistrements. Ça ne le calme pas. Pas du tout. Il retourne vers la salle de bain, il tire une première fois sur Amanda. Il la blesse. Puis il revient au placard, toujours bloqué. Et il tire à travers la porte? Oui. La balle érafle le bras de Rachel, elle lâche prise sous la douleur et le choc. Il ouvre le placard. Il ouvre. Il voit Lindy, recroquevillée derrière un coffre. À ce moment-là, Rachel voit une ouverture, blessée, mais elle court, elle s'enfuit de la chambre, de la maison. Pendant que J.R. pointe son arme sur Lindy. Les opérateurs du 911 entendent clairement 3 coups de feu. Rachel, elle, n'entend que le premier en fuyant. Elle se réfugie chez des voisins, elle appelle la police. C'est le 4e appel au 911 pour cette maison. Et J.R. n'a pas fini? Non. L'horreur continue. Il retourne dans la salle de bain. Amanda est blessée, mais elle est encore en vie. Il lui tire dessus 3 fois de plus. Son chargeur 9 mm est vide. Alors il sort son autre pistolet, le .45, et il tire encore 5 fois sur elle. Une sauvagerie, démente. Puis il s'en va. Il quitte les lieux, juste avant l'arrivée massive de la police. La suite? Il appelle sa famille. Oui, son père, ses sœurs. Il avoue avoir tué Amanda. Mais il la blâme, elle. Il se justifie. Oui, il dit qu'elle allait l'envoyer en prison, qu'il ne pouvait plus supporter, qu'elle refusait de laisser tomber. Il dit « j'ai fait ce que je devais faire ». L'ironie est terrible, vu qu'elle venait de renoncer à porter plainte. C'est ça. Et dans ses appels, il ne parle même pas de Lindy. Comme un dommage collatéraux, sans importance. 0 remords. Et il prend la fuite. Il passe chez sa sœur prendre des affaires et il part vers le nord, pour quitter la Floride. Mais il ne va pas loin. Non, son identité est connue, l'alerte est donnée. Le soir même, il est repéré en Virginie, à 800 km de là. Une conductrice signale qu'il la suit agressivement. Elle a ses enfants dans la voiture. Et il est arrêté tout de suite. Oui, lors d'un contrôle routier. Il est sous l'emprise de l'alcool, mais il ne résiste pas. Il demande tout de suite un avocat. Sa froideur, son calme apparent, ça choque même les policiers. À Mirabella, j'imagine le choc. Énorme. Mais pour certains voisins, ce n'est pas une surprise totale. Ils connaissaient son instabilité, ils savaient qu'il avait des armes, ils s'en vantaient. En prison, en attendant le procès, il continue sur sa lancée. Oui, ses appels sont enregistrés. Il est calculateur. Il pense s'en tirer avec une peine moins lourde, genre homicide volontaire, pas meurtre avec préméditation. Et il essaie même d'influencer pour la garde des enfants. Oui, depuis sa cellule, il essaye d'empêcher la famille d'Amanda de les récupérer. Et le pire, c'est ce qu'il dit à son codétenu, un certain Andrew Cherry. Qu'est-ce qu'il dit? Des horreurs. Il parle d'Amanda et Lindy avec un mépris total, qu'elles ont eu ce qu'elles méritaient. Il utilise des mots très crus. Aucun regret, rien. Face à ça, le procureur Décide de requérir la peine de mort. Le procès a lieu quand? En juillet 2018. L'ambiance est évidemment très lourde. La défense ne nie pas les faits, c'est impossible. Leur but, c'est d'éviter la peine capitale. Leur stratégie? Pas de préméditation, un coup de folie dû au mélangeant bien alcool. Ils essayent de jouer cette carte. Et l'accusation? Et avant l'appel, l'attaque méthodique, la préméditation est évidente. C'est là aussi qu'on apprend qu'Amanda continuait parfois à coucher avec lui, par peur, pour essayer de le calmer. Les témoignages ont dû être terribles. Bouleversant. Rachel, la survivante, c'était très fort. Elle raconte avoir vu J.R. viser Lindy, avoir entendu son amie supplier juste avant les tirs. Et l'autopsie? Glaçante. Amanda criblée de balles. Des blessures de défense aux mains, elle a lutté. Lindy, 3 balles, dont une fatale à la tête. Ils ont même passé l'appel 911 de Lindy au tribunal. Les cris, insoutenables. La défense a tenté de salir la mémoire d'Amanda? Ça se trouvait. Pour suggérer une provocation. Ça a provoqué l'indignation générale. Même la sœur de J.R. qui vient témoigner pour dire que c'était un bon père, ça passe mal. Tuer la mère de ses enfants. Le verdict tombe. Coupable. De tout. Double meurtre au 1er degré, avec préméditation. Sans surprise. Ensuite, la phase pour déterminer la peine. Oui, très émouvante. Les proches témoignent. Le mari de Lindy, Christopher, qui parle de la chaise vide au match de leur fils, des t-shirts « Swimming for Lindy ». La défense insiste encore sur l'ambienne. Mais l'accusation a un argument fort. Oui, il montre la vidéo de J.R. au tribunal le matin même, lucide, niant être sous influence. Ça décrédibilise totalement la thèse de la défense. J.R. prend la parole. Oui, à la fin.
Il dit « désolé ». Il parle d'un horrible accident, des mots qui sonnent complètement creux. Et la sentence? Le 30 novembre 2018, le jury recommande la peine de mort à l'unanimité. Le juge suit, il rejette fermement l'idée d'un accident. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité, dit-il. Il fait appel, bien sûr. Immédiatement. Mais en novembre 2020, la Cour suprême de Floride rejette son appel. À l'unanimité aussi. Sa condamnation à mort est définitive. Et aujourd'hui? Il est toujours dans le couloir de la mort en Floride. Et vu la lenteur des procédures là-bas, il est possible qu'il meure de vieillesse avant d'être exécuté. Quelle histoire. Au final, le bilan humain est terrible. 5 enfants orphelins, des familles détruites. Une communauté marquée à jamais. Et ça nous rappelle encore une fois l'importance de reconnaître les signes avant-coureurs de la violence domestique. Le contrôle, la jalousie extrême, les menaces, l'humiliation. Ça peut exister même chez quelqu'un qui a l'air normal, respectable. Et ça pose aussi la question de l'efficacité des protections. Amanda avait fait la démarche, elle avait obtenu l'injonction. Oui, mais comme le dit une de ses amies, une injonction, c'est juste un bout de papier, ça n'arrête pas les balles. C'est une réflexion amère mais réaliste sur les limites de la loi face à quelqu'un de déterminé à tuer. Ce qui nous laisse avec cette question difficile, soulevée par nos sources, est-ce que cette tragédie aurait pu être évitée? Si GR avait été mis en prison le matin même, si la police avait été plus ferme après le saccage, c'est impossible à dire avec certitude. Ça montre juste à quel point c'est compliqué de prévenir ce genre de drame, de protéger vraiment les victimes face à un agresseur déterminé. Une question ouverte sur les failles possibles, individuelles, mais peut-être aussi systémiques. De quoi réfléchir. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse.